Bonjour, cette présentation portera sur le travail de l'équipe 9. Notre travail se divise en deux parties. Une première partie porte sur la prévision des ventes de la Boulange et la seconde partie portera sur la gestion de projet de Toshiba. Dans cette première partie, nous présenterons les prévisions à l'aide de trois modèles, soit le modèle A, la moyenne mobile simple d'ordre 3, le modèle B, la moyenne mobile pondérée d'ordre 3 avec différents poids, et finalement le modèle C, modèle de lissage exponentiel simple avec un coefficient de 0,15 ou 0,30. Le modèle A, soit la moyenne mobile simple d'ordre 3, nous donne une prévision des ventes pour la semaine 11 de 466,33 croissants. Pour faire les prévisions à l'aide de ce modèle, nous avons calculé la moyenne des ventes des 3 semaines précédant la prévision désirée. Donc, par exemple, pour la semaine 11, les prévisions sont simplement la moyenne des ventes des semaines 8, 9 et 10. Pour le modèle B, la moyenne mobile pondérée, nous avons ajouté un poids aux deux données précédant la prévision désirée. Donc, le poids le plus élevé est attribué à la donnée la plus récente. Donc, pour la prévision de la semaine 4, par exemple, nous avons multiplié 0,55 par 463, 0,35 par 450 et 0,1 par 461. La même règle s'applique partout pour toutes les autres prévisions, ce qui nous donne 465,30 pour la semaine 11. Le modèle C est un modèle de lissage exponentiel simple. La première colonne présente les résultats avec un coefficient de 0,15 et la deuxième colonne avec le coefficient de 0,30. L'initialisation s'est faite à la semaine 4 avec la moyenne des semaines 1 à 3. Pour trouver les prévisions de la première colonne, nous devons donc utiliser les prévisions de la semaine précédente, soit 458 plus 0,15 fois les ventes de la semaine précédente, donc 458, moins les prévisions de la semaine précédente, 458, ce qui nous donne 458 pour la semaine 5. Le même procédé a été appliqué à toutes les prévisions qui suivent et nous arrivons à 461,67 croissants avec le coefficient 0,15. On a fait la même chose avec le coefficient 0,30 et le résultat de ce modèle nous donne 463,43 pour la semaine 11. Si on compare les résultats obtenus avec la demande réelle, on peut dire que le coefficient 0,30 donne de meilleures prévisions. Les pages suivantes présenteront une analyse de chaque modèle avec la moyenne des erreurs de prévision en valeur absolue, soit le MAD, et nous permettra de choisir le meilleur modèle. Les cartes de contrôle du signal de détraquement seront un autre moyen de vérifier la qualité des modèles. Pour le modèle A, pour trouver le MAD, il faut d'abord calculer les erreurs de prévision. Par exemple, pour la semaine 5, les ventes réelles ont été de 466 et les prévisions étaient de 457, ce qui fait un écart de 9. Donc, on a fait le calcul pour chacune des semaines. La colonne suivante présente ces écarts en valeur absolue. Pour trouver le MAD, nous devons faire la moyenne des erreurs de prévision en valeur absolue. Par exemple, pour la semaine 5, on a calculé la moyenne des semaines 4 et 5, donc 0 plus 9 divisé par 2, ce qui donne 4,5. Pour la semaine 6, c'est la moyenne des erreurs de prévision des semaines 4, 5 et 6, etc. Le MAD doit être le plus petit possible. Le RSFE, c'est la somme cumulée des erreurs de prévision. On a donc fait la somme de la colonne AT moins FT des semaines 4 à 10. La colonne TS permet de voir la qualité du modèle à l'aide du signal de détraquement, c'est-à-dire la tendance de la prévision à être trop grande ou trop petite. Le signal de détraquement doit être dans un intervalle de moins 4 et 4. Si les valeurs sortent de cet intervalle, le modèle n'est pas considéré comme étant valable, les valeurs étant trop éloignées des valeurs réelles. Pour calculer le signal de détraquement, on divise le RSFE par le MAD. Pour le modèle A, le MAD est de 4,71 et toutes les valeurs du signal de détraquement sont entre moins 4 et 4, donc le modèle est valable. Pour le modèle B, nous avons obtenu un MAD de 5,40 et toutes les valeurs du signal de détraquement sont entre moins 4 et 4, donc le modèle est valable également. Pour le modèle C, avec un coefficient de 0,15, le MAD est de 4,82 et le signal de détraquement sort de l'intervalle moins 4, 4, donc on rejette ce modèle.
Pour le modèle C, avec un coefficient de 0,30, nous obtenons un MAD de 4,85 et toutes les valeurs des prévisions sont situées entre moins 4 et 4 pour le signal de détractement. Donc, ce modèle peut être retenu pour les comparaisons. Par contre, on note que le modèle A présente un MAD plus petit et toutes les valeurs sont également dans l'intervalle moins 4 et 4. Donc, nous avons choisi de retenir ce modèle comme ayant une meilleure qualité de prévision. Toujours dans l'exemple de la boulange, pour répondre à la question 1.2, on doit d'abord se rappeler que la petite boulangerie de Beauport se procure ses croissants sous la forme congelée et que c'est un fournisseur spécialisé qui lui livre ses croissants. Le fournisseur livre ses croissants par caisse où une caisse est égale à 12 croissants. Et puis, afin d'obtenir la livraison gratuite, le propriétaire de la boulange devrait commander au moins 576 caisses, ce qui lui permettrait une économie de 15 $ par commande. Afin de voir si et quand le propriétaire de la petite boulangerie de Beauport serait en mesure d'avoir la livraison gratuite, on a travaillé à partir des ventes des semaines 1 à 10 et on a reproduit ces données sur un graphique. Ce sont les points que vous voyez en bleu. À ce graphique, on a ajouté une courbe de tendance linéaire, ce qui nous a permis d'obtenir une équation. Et cette équation va par la suite nous être utile pour calculer les prévisions des semaines suivantes. L'équation obtenue à partir des données des semaines 1 à 10 est la suivante. Y, c'est donc la prévision de la semaine et X, c'est le numéro de la semaine en question. Donc, pour les ventes, pour les prévoir, l'équation, c'est donc dire que la prévision sera égale à 0,9455 fois la semaine 11, dans le cas de la prévision suivante qui nous intéresse dans ce cas-ci, plus 456,2. Et on reproduit évidemment cette équation pour les semaines qui suivent, ce qui nous permettra de faire par la suite une analyse. Avec l'équation obtenue précédemment, on est en mesure de faire les prévisions pour les semaines. Dans ce cas-ci, on les a fait pour les semaines 11 à 130 et ça nous a permis par la suite d'ajouter ces données à notre graphique. Donc, en bleu, ce que vous voyez, ce sont les ventes pour les semaines 1 à 10 et en orange, les prévisions pour les semaines 11 à 130 avec la droite de régression linéaire qui représente notre équation avec laquelle on a calculé nos prévisions. Lorsqu'on fait l'analyse de nos données, ça nous permet de voir que le propriétaire de la boulange devrait vendre à partir de la semaine 127, 576,28 caisses de croissants et donc il pourrait bénéficier de la livraison gratuite à partir de cette semaine. Évidemment, dans ce cas-ci, ce n'est pas un horizon de temps qui est du très court terme puisque ça représente environ 2 ans et demi, mais ça nous permet d'affirmer que si les ventes et la tendance se poursuit de cette façon, c'est dans cet horizon qu'il pourra bénéficier de la livraison gratuite, donc à partir de la semaine 127 pour le cas qui nous concerne. Pour cette deuxième partie du travail, Mme Fukumichi de la compagnie Toshiba nous a appelés afin de l'aider dans le lancement de son nouveau produit, un tout nouveau portable. Le tableau ci-dessous représente l'ensemble des activités à réaliser pour arriver au bon fin du projet. Pour chacune des activités, on peut y voir la durée associée. Toshiba nous informe que le nouveau produit sera lancé dans 160 jours. Il s'intéresse donc à savoir si le produit sera prêt pour la campagne de lancement. Afin de s'assurer que l'entreprise Toshiba pourra respecter les délais, nous avons eu besoin de créer un modèle PERT avec l'ensemble des activités et leur durée associée. Le diagramme a été fait avec l'ensemble des données du tableau.
Comme les trois premières activités à démarrer sont l'activité A, B et K, ils doivent démarrer directement en même temps. Le chiffre écrit en rouge dans chacune des cellules qui représentent une activité est la durée totale de cette activité même. Une fois que toutes les activités ont été rattachées avec leurs prédécesseurs, nous pouvons maintenant calculer, pour chacune de ces activités, le moment le plus tôt qu'elles pourraient démarrer, ainsi que le moment le plus tôt qu'elles pourraient se terminer. Dans le graphique, pour chaque activité, le moment le plus tôt que l'activité peut démarrer est situé dans le coin en haut à gauche, tandis que le moment qu'elle peut se terminer le plus tôt est situé dans le coin en haut à droite. Prenons par exemple l'activité A. Elle débute au temps 0 et la durée est de 18. Donc la valeur de Early Finish est 18, c'est la valeur qu'on a inscrite en haut à droite. L'activité suivante tout de suite après celle de A est C. Nous savons que la durée de l'activité A a pris 18, et ainsi il faut ajouter la durée de l'activité C qui est de 34 pour arriver à un total de 52. C'est le chiffre qu'on écrit en haut à droite de l'activité C. Pour le calcul de l'activité D, qui vient tout de suite après l'activité B, nous savions que la durée de l'activité B était de 42. Nous avons ajouté 8 qui est la durée de l'activité D pour arriver à un total de 50. Pour le calcul de l'activité H, nous avions à prendre la durée la plus longue entre les activités de C et D, les valeurs sortantes, soit 52 et 50. Nous avons donc pris 52 que nous avons ajouté 47 pour arriver à un total de 99, qui est la durée la plus tôt que l'activité H peut se terminer. Donc pour chacune de ces activités du graphique, nous avions donc fait ces calculs-là afin de calculer l'ensemble des ES et des EF, soit les Early Start et Early Finish pour l'ensemble du tableau. Le dernier calcul à faire dans le graphique est de calculer la marge totale. Cette marge nous indiquera le retard maximum que pourrait prendre la tâche sans retarder la fin du projet. Pour calculer la marge totale d'une activité, il nous suffit de faire la soustraction entre le LS et le ES ou entre le LF et le EF. Comme pour le calcul de la marge totale de l'activité D, nous avons tout simplement fait 44 moins 42, ou on aurait pu faire 52 moins 50 pour avoir la valeur 2, qui est la marge totale de l'activité D. Ce tableau représente l'ensemble des mêmes valeurs qui étaient affichées dans le graphique PERT précédemment. Il nous sera nécessaire pour la suite de l'analyse du projet. Premièrement, ce que l'on nomme chemin critique est en fait le chemin le plus lent en termes de temps à travers le réseau d'activités. On les reconnaît en identifiant les activités ayant une marge totale minimum, et qui est souvent de 0. C'est-à-dire que plus la marge est petite, plus le déplacement possible entre le temps des activités est petit. Donc, dans un cas où la marge est égale à 0, il n'y a aucun déplacement possible dans le temps. Dans le cas de Toshiba, on identifie deux chemins critiques. Pour commencer, nous avons le chemin critique des activités de A, C, H, I et N. Et ensuite, nous avons le chemin critique des activités de K et L. Enfin, est-ce qu'on peut espérer que le nouveau produit soit prêt au moment du lancement de la campagne? En gestion de projet, un chemin critique est la séquence des activités du projet qui s'additionnent pour former la plus longue durée globale. Cela détermine le temps le plus court possible pour réaliser le projet. Donc ici, Toshiba souhaite lancer la campagne de promotion associée au lancement du nouveau produit dans 160 jours. Cependant, avec la méthode du chemin critique, on obtient que la durée du projet sera d'une durée de 183 jours. Ceci étant dit, le nouveau produit ne sera pas prêt au moment du lancement de la campagne. Pour y arriver, il sera nécessaire de faire appel à une procédure d'accélération de projet.